Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit stream un petit peu particulier sur un projet que j'adore, donc Les Guerres de Lucas, publié chez les éditions Dayman, tome 1 et tome 2 qui sont déjà sortis. Voilà, un roman graphique qui raconte le calvaire qu'a vécu George Lucas derrière la création de La Guerre des Étoiles. Un jeune cinéaste un petit peu rebelle avec des idées bien à lui dans les années 70. Et aujourd'hui, pour en parler, je suis accompagné des deux auteurs, donc Laurent Hopman, le scénariste. Bonjour. Et Renaud Roche, le dessinateur. Bonsoir à vous deux. Salut. Est-ce que vous entendez bien tout le monde ? Est-ce que le son est bon ? Est-ce que la musique est pas trop forte ? Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Tout roule, oui c'est bon, nickel. Et ben c'est parfait. Voilà. Quelques galères avant, mais là au moins on est bon. Bon, on va attaquer tout de suite. On est parti du coup pour 1 heure et demie d'interview. Il n'y aura pas de spoil, évidemment, du tome 1 ni du tome 2. Ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas encore lu les tomes, c'est pas bien déjà, mais vous inquiétez pas, il n'y aura pas de spoil. On peut dire qu'il sort le film à la fin, quand même. On peut dire ça. Oui. Il me semble. Ça a été un succès aussi. Oui, voilà. On peut le dire. On entend un petit peu mieux les auteurs que moi. Bah écoute, je peux augmenter légèrement le son de mon micro. Voilà. Bon, avant de parler un petit peu des guerres de classe, deux présentations avant, rapidement dit quels étaient vos rôles dans le projet des guerres de Lucas. Mais pour changer un petit peu, je voudrais pas que ce soit vous qui vous présentiez vous-même, mais plutôt l'inverse, c'est-à-dire que l'autre présente l'autre. Donc, Laurent, je lis bardzo interesujący. Lucas Habrovic Renaud Balthazar Roche, puisque c'est son deuxième prénom. J'aimerais tellement. C'est un enfant qui a grandi dans la nature. On peut dire que c'est un enfant sauvage, il a passé une période de son temps en forêt. C'est ça, grosso modo. Donc, son histoire à Renaud Roche, elle commence au Gobelin, je dirais, quand il rentre dans cette prestigieuse école d'animation et de graphisme. Et il va travailler sur l'animation. En sortant de cette école, il va faire des tas de choses. Il va travailler dans la publicité, dans la presse, il va faire des illustrations, il va faire des tas de choses. Et puis, il va se diriger assez naturellement vers ce pourquoi il a été formé, l'animation. Et il va travailler dans des studios prestigieux, notamment Illumination, qui produit les Minions et Moi Moche et Méchant, des choses comme ça. Et il va travailler au storyboard sur des grosses productions. Mais sa destinée, en fait, n'était pas là. Sa destinée l'appelait ailleurs. Et puis vers 2022, 21, 22, on va lui proposer un projet qui va le titiller, qui va hésiter à faire au début, et puis comme il le raconte souvent, il va décider finalement de s'embarquer dans cette aventure parce que il va se dire que si un jour il est en librairie et il tombe sur ce projet réalisé par quelqu'un d'autre, ça va vraiment lui faire trop de peine, et donc il va décider de quitter son job et de se lancer dans cette aventure incroyable. Et il va rencontrer à cette occasion un type génial, vraiment un truc comme il en arrive rarement. Et puis voilà, et puis ils vont se lancer tous les deux dans cette aventure incroyable qui va donner naissance à 2 livres qui vont raconter l'histoire de George Lucas. Voilà en 2 mots l'histoire, la vie, l'œuvre de Renaud Roche. C'est une belle présentation en tout cas. Est-ce que tu valides la présentation ? Bah allez, dans les grandes lignes. Et ben oui, et puis cette personne formidable dont on évoquait la rencontre juste avant, qui n'a pas toujours été chauve et barbu, contrairement à ce qu'on pourrait le penser, d'ailleurs comme moi. Il y a eu d'autres versions plus juvéniles. Et donc dans ces années jeunes et fougueuses, il était à la fois
journaliste en herbe, déjà journaliste de cœur, je pense, et fan. Et du coup, il va lancer un magazine qui a marqué toute une génération, qui était consacré à Michael Jackson, qui s'appelait Black and White et qui était vraiment quelque chose de très novateur pour l'époque et qui a beaucoup fonctionné. Et ça lui a ouvert les portes de ce milieu-là, dans lequel il a pu ensuite lancer d'autres types de magazines avec son associé Julien Derain, consacré à la pop culture, aux séries télé, à la musique, voilà. Et dans toutes ces années-là, il est devenu vraiment expert, notamment de la culture américaine et de la pop culture, que ce soit musicale, cinéma. Et puis, à un moment donné, voyant l'émergence de cet ogre qu'on a appelé l'Internet par la suite, qui a dévoré beaucoup, hélas, de médias dans leur ancien format, ils ont décidé d'arrêter l'aventure et puis de prendre un peu de recul et puis de revenir pour monter cette maison d'édition, donc qu'ils ont baptisé Dayman, dont la vocation était vraiment de créer des romans graphiques de qualité en sélectionnant les meilleurs, bien entendu, et enfin surtout en essayant de mettre du soin et de focaliser les ressources sur un nombre réduit de titres, mais voilà, privilégier la qualité plutôt que la quantité, quoi. Oui. Et d'ailleurs, c'était un discours qui m'avait tenu à l'époque quand ils m'ont contacté et qui m'avait séduit, parce que je me suis dit, bon, au moins je suis sûr qu'ils vont vouloir soutenir le projet jusqu'au bout, et notamment une fois qu'il est sorti. Et c'est souvent d'ailleurs là où certains éditeurs disparaissent en race campagne, je dirais, quand ils sont toujours dans certaines grandes maisons, ils vont être très impliqués, très investis dans la création, et puis une fois que le bouquin est dans les librairies, il n'y a plus personne, en fait, parce qu'il y a des tas d'autres titres à défendre et parfois qui passent avant. Donc là, c'était l'inverse, et j'ai senti tout de suite qu'ils étaient voilà, très motivés pour que ça fonctionne. Donc voilà, on s'est associés, ils m'ont offert des conditions qui m'ont permis de m'y consacrer à plein temps, ce qui est relativement rare et précieux dans le milieu, pour le souligner. Et quelques années plus tard, on a eu la chance incroyable de vivre ensemble ce succès, et qui se poursuit aujourd'hui. Oui, clairement. Parfait, belle présentation. Très belle présentation, très bien. Franchement, impeccable. Avant de continuer, j'aimerais bien parler clairement de la base aussi, qui est Star Wars. Comment est-ce que vous avez découvert Star Wars, votre premier visionnage, votre premier souvenir avec Star Wars, et quel genre de fan vous êtes? Est-ce que vous êtes vraiment des fans hardcore de Star Wars ou plus du cinéma de manière générale? Oui, alors bon, je sais que ça sera difficile pour les spectateurs d'y croire, mais j'étais là à la sortie du premier. C'est vrai que j'ai vraiment pas du tout l'air. Non, pas du tout. Mais donc effectivement, j'étais petit, mais j'ai vu le premier Star Wars au cinéma, et ça a été une vraie claque et un coup de cœur immédiat. Ça ressemblait à rien de ce qu'on voyait à l'époque au cinéma. J'ai déjà dit que un des films que j'ai vu peu de temps avant, ça devait être Robin des Bois de Walt Disney. Et donc ça, c'était le divertissement pour les enfants de ma génération. Il y avait peut-être Goldorak qui avait commencé, mais il n'y avait vraiment rien pour les enfants d'extraordinaire, de magique. Quand Star Wars est arrivé, ça a été un tel bouleversement que immédiatement, on était obsédé par ça, et puis on essayait de recréer chez soi avec les moyens du bord, c'est-à-dire 2 Action Joe et 3 Playmobil, la saga à la maison. Donc ça a commencé comme ça, et puis j'ai vu ensuite tous les autres films, évidemment, à leur sortie. Et puis j'étais fan dans l'instant, et j'essayais de collectionner toutes les photos, tous les articles de magazines, tout ce qu'on trouvait dessus. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Alors après, évidemment, Star Wars, ça a été une porte ouverte sur le cinéma américain, et le cinéma de divertissement aussi. Donc je me suis abreuvé aux productions hollywoodiennes pendant les années 80 et ensuite. Et donc par la force des choses, après, on devient un peu un amateur et parfois un spécialiste, à force d'avoir vu toutes ces choses et de s'être intéressé aussi aux coulisses. Donc voilà, je suis à la fois très cinéphile, grand fan de Star Wars,
et de tout cet univers hollywoodien du divertissement. Incroyable quand même de découvrir les premiers Star Wars au cinéma. Ça devait être quelque chose d'incroyable, franchement. Beaucoup de chance. C'était une drôle d'expérience. C'est vrai que le Retour du Jedi, c'est celui que j'étais un peu plus grand à ce moment-là, donc je l'ai vécu vraiment un peu plus pleinement parce que je pouvais. Il y avait l'anticipation, il y avait une meilleure compréhension aussi du film. Oui. Mais les deux premiers, c'était juste une grosse mandale dans la tronche et puis et voilà. Forcément. De ton côté, Renaud? Moi, c'était beaucoup plus tard. Parce qu'en fait, j'ai pas découvert ça quand j'étais gamin. Bon, faut dire, je suis né en 80, donc j'étais trop jeune pour voir les premiers au cinéma. Et puis j'étais vraiment, quand j'ai commencé à m'intéresser un peu au cinéma, et du coup à la pop culture, c'était le creux de la vague un peu pour Star Wars. Donc c'est vrai que c'est un peu, c'est plus que à l'occasion des ressorties, donc des éditions spéciales, que j'ai commencé un peu à m'y intéresser. Donc vraiment fin d'adolescence. Et puis après, par contre, j'ai suivi de près toute la montée en puissance jusqu'à l'épisode 1. Et puis bien sûr, toute cette époque des préquels, j'étais aux premières loges, je dirais. Et littéralement aux premières loges, notamment au Rex et au Max Linder à minuit à chaque séance et tout. Ah oui. On faisait la queue pendant 4 heures et on était très enthousiastes, même par tout le phénomène social que ça implique. Ouais. Et je me souviens avoir discuté pendant des heures sur les forums, parce qu'à l'époque, c'était pas les réseaux sociaux, c'était des forums internet dans lesquels on échafaudait toutes sortes de théories, donc entre chaque film pour savoir un peu vers où George voulait nous emmener, quoi. Et donc, et indépendamment de ce qu'on peut penser des films, c'était vraiment des bons souvenirs. Et c'était vraiment une époque assez très 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 enthousiasmante, très excitante, et c'est là où vraiment mon amour de la saga s'est scellé. Et puis bien sûr, d'ailleurs c'est marrant parce que oui, je me demande si maintenant plus j'y pense, je me demande si j'ai pas découvert Star Wars peut-être en jeu vidéo avant même de voir les films en fait, parce que c'est vrai que je me souviens avoir joué il y a longtemps au jeu X-Wing, Oui. Le premier du nom, et faudrait retrouver à quelle date c'est sorti, mais du coup je pense que c'était avant les éditions spéciales, donc c'est possible qu'en fait au début Star Wars était pour moi quelque chose d'assez obscur, plutôt vidéoludique, et puis finalement quand j'ai vu les films j'ai compris. Oui. Et j'avais forcément. j'avais ce coffret VHS, ce fameux coffret VHS des éditions spéciales avec le casque de Vader que j'ai poncé de façon intense pendant ces années-là. Voilà. Oui. C'est marrant parce que ça me rappelle un peu l'histoire de quelqu'un de la communauté justement qui a à peu près ton âge et qui a découvert aussi Star Wars via les jeux vidéo avant de découvrir via les films, et c'est une porte de sortie moins courante, et je trouve ça vraiment c'est marrant. Il y en a par des JDR aussi, bon là c'est encore plus obscur, mais Et tu vois, là, je regarde, apparemment, c'est 93 le premier jeu vidéo X-Wing. Et c'est assez logique, en fait. J'ai dû y jouer sur PC dans ces années-là. Donc, ça veut dire que c'était même avant de vraiment. Alors, c'est pareil. Peut-être que j'étais tombé sur la saga ou sur un des films à la télé. Je me demande maintenant si mon père n'avait pas quand même enregistré peut-être un des épisodes qui était sur une cassette. Mais c'est vrai que ça m'avait pas marqué avant finalement peut-être de jouer, et puis surtout de revoir les films après 97 quoi. Ouais, c'était là où vraiment j'ai plongé dedans. Ok, incroyable. Du coup, maintenant qu'on a un petit peu toutes ces bases, on va pouvoir partir un peu plus sur les guerres de Lucas en tant que telles. Et bon, clairement, dans l'œuvre, ça se sent. Tu as tout à l'heure, Renaud, parler de... Enfin, quand Laurent a fait la présentation de Renaud, tu parlais qu'il avait travaillé sur les storyboards, etc. Que vous êtes fans quand même tous les deux de Star Wars, de cinéma et tout. Et ça se sent, je trouve, quand même dans le tome 1 et dans le tome 2, ce côté-là de fans qui... quelque part se font un peu kiffer avec ce projet, si je peux dire ça comme ça. Oui, c'est vrai, on peut dire que ce livre, c'est une lettre d'amour à Lucas et à Star Wars, à tout ce que ça nous a apporté, à toute la joie, le plaisir,
que ces films nous ont apporté, et puis ce que Lucas a fait pour le cinéma de manière générale. Donc il y a cette dimension-là, et en même temps, c'est important de préciser que on n'a pas voulu faire ce film en mode fanboy où on va essayer d'ériger Lucas au rang de divinité. Il y a vraiment un désir d'être authentique, Juste. indépendant, et de raconter cette histoire aussi près que possible de la réalité telle qu'elle s'est produite. Il se trouve que Lucas est quelqu'un d'admirable, qui a fait des choses incroyables. On a des raisons de l'admirer. Et puis, je trouve personnellement que c'est un être humain très intéressant et avec de grandes qualités, de grandes valeurs. Donc, il n'y a pas besoin de se forcer pour raconter cette partie-là. C'est tel qu'il est. Enfin, en tout cas, c'est mon regard, et je pense que Renaud le partage aussi. Donc, mais malgré tout, il y a quand même des aspects de cette histoire qu'on raconte, et qu'on raconte sans phare, de manière très directe et sincère. Oui. Et pour preuve, que ce sont des choses pas forcément faciles à raconter. C'est que si ça avait été un ouvrage officiel, on n'aurait jamais pu raconter certaines de ces choses-là. Parce qu'on parle d'inimitié, de problèmes d'argent, de tensions, de chantage. Enfin, il y a des tas de choses pas très glorieuses qui sont évoquées dans le livre. Et voilà. Donc l'idée, c'était ça, d'être sincère et de raconter honnêtement, même si ça reste une lettre d'amour à Lucas. Oui, totalement. Et ben justement, cette lettre d'amour, je vais y arriver. Comment elle est née, du coup, cette envie de raconter l'histoire qu'il y avait derrière la saga? Et plus particulièrement, pourquoi l'histoire de Lucas? Pourquoi pas celle de Spielberg ou de Kubrick? Parce que l'histoire de Lucas est une histoire incroyable, et c'est ça qui a motivé le projet. C'est que le film est extrêmement connu de tout le monde, mais la personnalité de Lucas finalement est assez mystérieuse pour le grand public, et même pour certains fans, parce que lui-même est très secret. Il n'a pas beaucoup parlé de sa vie privée, de certains aspects de sa vie privée. Ce qui rend donc cette histoire encore plus intéressante, parce que il a accouché d'un phénomène mondialement connu, ultra populaire, et finalement on connaît peu les mécanismes qui ont donné vie à ce projet. Donc c'était ça qui a motivé ce projet au départ. C'était partager cette histoire avec le public, de montrer qui est ce gars, comment ce petit bonhomme a construit quelque chose d'aussi incroyable, et qui était-il, et qui étaient les gens qui l'entouraient. Il y a des gens méconnus dans son entourage qui ont activement participé à ce projet. C'était important de les remettre en lumière, parce que ça permet de comprendre comment tout ça s'est fait. Oui, totalement. Donc du coup, c'est toi au départ qui a lancé le projet? C'est moi et Julien, donc mon associé, qui avons eu cette idée de raconter cette histoire. Et ensuite, il a été question de trouver un artiste à la hauteur pour donner vie à un projet aussi ambitieux, parce que c'est un gros morceau, s'attaquer à l'histoire de Lucas, et on était ambitieux avec ce projet. Il fallait un artiste qui ait les qualités pour prendre en charge un projet pareil. Et ça a été une longue recherche, parce qu'on a vraiment vu des milliers de dessinateurs. Enfin, on les a pas rencontrés, mais on a passé en revue des milliers de... Et quand on est tombé sur Renaud, on a eu un coup de foudre immédiat, parce qu'il avait toutes les qualités qui nous semblaient essentielles, et qui, à mon sens, sont objectivement essentielles pour une bande dessinée. C'est-à-dire, en premier lieu, l'expressivité, être capable de faire vivre des personnages, de traduire leurs émotions à travers leurs gestuels, leurs expressions du visage. Et puis qui est aussi un sens de la mise en scène, idéalement un sens assez cinématique de la mise en scène, parce qu'on parle de cinéma, il faut que ce soit fluide, que ça bouge, qu'il y ait des angles variés, que ce soit très dynamique. Et donc il avait ces qualités-là. Il a une autre corde à son arc, c'est être capable de dessiner des personnages ressemblants, qu'on puisse immédiatement identifier les uns les autres, à plus forte raison quand il s'agit de personnages connus, existants. Donc il faut qu'on sache tout de suite qu'Harrison Ford, c'est lui, et c'est pas un type qui ressemble un peu à Harrison Ford. Oui, voilà, totalement. Et puis on présente énormément de nouveaux personnages, donc ça aussi c'est un défi, parce qu'on a un nouveau personnage, il faut que 3 cases après ou 3 pages après,
on le reconnaisse, on se souvienne qu'on l'avait vu avant. Ouais, totalement. Donc il faut être très précis, tenir ces personnages, voilà. Et puis, dernière chose qui était importante aussi avec Renaud, c'était qu'il connaissait l'univers de Star Wars en étant un vrai fan de Star Wars, donc il connaissait les codes, les références, et il savait ce que le récit devait traduire. Donc ça aussi c'est important, ça aurait été plus difficile s'il avait fallu qu'il découvre un univers qu'il ne connaissait pas. Donc voilà, tout ça faisait que ça ne pouvait que être lui. Malheureusement, il avait un job, donc ça a compliqué nos affaires. Oui, et ça s'est fait un peu plus tard, comme tu disais tout à l'heure, où il y avait eu un premier refus. Non, Oui, non, non, pas refus, mais... Non. C'était juste, en plus, on était tous un peu dans l'expectative parce que je crois que c'était, comme je dis, c'était au début ou juste après le début du confinement, donc en 2020. Donc c'est vrai que bon, tout le monde s'accrochait un petit peu à ce qu'il avait à l'époque, à la sécurité et voilà. On avait besoin sans doute d'être un peu rassuré. Et donc c'est vrai que comme j'étais en poste chez Illumination, je me voyais pas là. Tout lâcher pour partir à l'aventure, mais c'est vrai que ça a changé notamment quelques mois plus tard quand j'ai lu le script qui a été terminé et du coup j'ai pu vraiment me projeter plus concrètement et j'ai trouvé qu'il était excellent et que c'était une synthèse très très efficace et donc voilà, après c'est devenu beaucoup plus concret. Ouais. Et donc du coup, de ce que je comprends, ça a été d'abord le script qui a été fait et ensuite une fois que vous aviez trouvé votre dessinateur avec Renaud, vous avez du coup travaillé ensemble pour convenir d'un style ou le style graphique du roman s'est fait très vite On avait vu les travaux de Renaud. Il a aussi une palette assez variée, il sait faire des choses très différentes. Donc on avait vu qu'il était capable de faire plein de choses et à vrai dire tout ce qu'on avait vu nous semblait super. Donc après c'est lui qui s'est emparé de la direction artistique et qui a commencé à faire des tests. Ça n'a pas été très long, hein. J'ai pas le souvenir que ça a duré très longtemps, la période de test où tu as cherché le bon ton graphique. Tu te souviens de combien de temps ça t'a pris? J'ai pas l'impression Non, je pense que c'était ouais, franchement c'est compliqué, il faudrait que je regarde mes emails, mais quelques semaines avant de m'y mettre vraiment à plein temps, parce que j'avais commencé à faire ça à côté tout en restant chez Illumination au début. Je crois quand même ce qui a été long, c'était on avait fait une double page test, tu vois, et quand j'y pense, j'ai mis énormément de temps sur cette double page à la faire, à la fignoler, à la peaufiner, parce que c'était vraiment une façon de tester plein de choses et enfin en tout cas d'essayer de mettre en place tout le style, le langage graphique, enfin plein de choses et je me souviens enfin c'est drôle parce que maintenant si j'utilisais le même temps, je ferais peut-être 10-15 pages ou quelque chose comme ça, quoi. C'est quasiment ça, quoi. C'est qu'en fait, c'était le début et je crois que d'ailleurs, au final, j'ai complètement réancré quasiment réancré toute la double page quelques mois plus tard quand je suis arrivé à ce niveau-là dans le travail, quoi. Oui, je me souviens que les premiers dessins que tu nous avais envoyés, c'était il y avait quelques plans de Lucas, des portraits. Il y avait quelques études sur Lucas, mais on était immédiatement exactement dans la justesse et le bon ton. Ça a été vraiment une deuxième révélation en quelque sorte, parce que ça y est, c'était évident. Après, il y a eu la première double page tout à fait, qui fonctionnait parfaitement aussi. Mais je me souviens de cette première impression en voyant le Lucas, les premiers dessins de Lucas, dont certains sont dans le portfolio à la fin du tome 1. Et c'était tout de suite évident. C'était même pas rassurant parce qu'on savait que ça fonctionnerait, mais ça a été tellement rapide que c'était sur des rails. Ouais, que du plus et heureux d'avoir finalement trouvé, parce que comme tu disais, vous aviez vu des milliers de dessinateurs avant, donc là c'était le bon et... Oui, je précise que ça ne veut pas dire que les autres dessinateurs qu'on a vus sont pas bons, c'est que pour un projet comme celui-là,
il fallait quelque chose de particulier et c'était très rare de trouver ça, ce style Oui. aussi, avoir un style moderne et aussi assez adulte, parce qu'on voulait pas faire un roman graphique pour les tout jeunes. On voulait surtout pas que le roman graphique donne l'impression que ça s'adresse à des que ce soit un comique Star Wars. Il Oui. fallait que ça ait un style un peu à part et donc c'était une difficulté supplémentaire. En plus, ouais. Bon, on va parler un peu du coup, on va s'attarder un petit peu sur le scénario, donc Renaud, je te laisse un petit peu tranquille. Clairement, le scénario est incroyable, il est assez précis et ultra documenté, hein, ça se voit à la fin des 2 tomes où il y a toutes les... Comment on appelle ça déjà ? Les La annexes. bibliographie. Voilà, bibliographie. T'as trouvé la majorité des anecdotes et des histoires via des sources existantes, des livres, des interviews, etc. Ou est-ce que tu as dû aussi un petit peu fouiller plus, faire un vrai travail d'investigation, enfin pas un vrai travail, un gros travail d'investigation derrière ? Oui, j'ai cherché tous azimuts. L'idée, c'était de reprendre tout ce que j'avais pu lire, parce que je savais qu'il y avait des choses très intéressantes à certains endroits, et donc en tant que fan, j'avais déjà lu évidemment un paquet de choses avant, mais là j'ai tout repris depuis le début et je suis vraiment allé creuser et essayer de recréer le récit de la création de Star Wars et de la vie de Lucas, en étayant au maximum toutes les sources pour avoir une structure très saine, entre guillemets, c'est-à-dire que tout soit bien clair et confirmé dans la chronologie, dans tous les événements majeurs. Et puis ensuite, le vrai plaisir, parce que ça c'est une partie moins agréable à faire, la structure, mais ensuite ce qui est sympa, c'est d'aller chercher les anecdotes et toutes ces petites choses moins connues qui vont raconter les personnages et qu'on peut disséminer dans le récit. Voilà, il y a des anecdotes, il y en a évidemment des milliers et des milliers, mais conserver celles qui vont raconter les personnages, qui vont étayer la psychologie de tous les personnages. Et en même temps, idéalement, qu'elles soient drôles, qu'elles soient insolites. Voilà. Donc, c'était un long travail, mais un travail passionnant de déterrer souvent des trucs un peu oubliés, parce qu'on a pu les lire il y a 10 ans, 15 ans, et puis oubliés. Oui. Et quand on les redécouvre, on se rend compte qu'il y avait vraiment des perles, des tas de choses étonnantes. Ok. Et justement, tu disais des choses un petit peu rigolotes en termes d'anecdotes. Est-ce que toutes les anecdotes qu'il y a sont vraiment des anecdotes fidèles à 100% à la réalité, ou il y en a certaines où tu t'es un petit peu amusé à extrapoler certaines choses pour que justement au niveau du rythme narratif ce soit plus intéressant et plus drôle? Non, surtout pas. Je voulais surtout pas prendre de liberté, notamment parce que c'est un livre qui va être lu qui a été lu en premier par des fans qui connaissent leur sujet, et la base c'est de les respecter et de pas prétendre qu'on raconte la vie de Lucas et la création de Star Wars en prenant de la liberté, en inventant des situations, des conflits, des choses qui ne sont jamais produites. Ça serait pas correct et ça décrédibiliserait tout le projet s'il y avait une partie d'anecdotes qui sortent de nulle part. Donc non, c'était vraiment important de rester fidèle, et il n'y a pas eu d'extrapolation ou d'invention. Alors naturellement, ça reste un scénario, donc il y a des choses à dire, et on ne sait pas toujours quand certains événements ont eu lieu. Donc parfois, une discussion entre deux personnages est présentée dans un bureau, alors qu'elle a peut-être eu lieu, je ne sais pas, dans la rue ou dans une voiture, ou l'inverse. Donc ça, c'est des choses que je considère comme très accessoires et qui ne changent rien à la fidélité du récit. C'est inévitable, parce qu'on n'a pas, évidemment, idem les dialogues, on n'a pas des enregistrements de toutes les conversations que tous les gens ont eues dans cette histoire. Donc voilà, il y a forcément des aménagements qui sont faits, mais c'est cosmétique, c'est superficiel, et ça ne change pas le message. Ouais, toutes les anecdotes, tout ce qui est raconté est étayé voilà, par au moins soit une source, si elle est sérieuse, fiable, et idéalement par plusieurs sources. Ouais. Et justement, pendant tes recherches, est-ce qu'il y a une anecdote que tu as découverte et qui t'a vraiment bluffé, que ce soit sur Lucas, sur comment ça s'est fait, que tu ne connaissais pas ou... Oui, il y en a plein, parce que du coup, comme je suis allé chercher très loin, j'ai trouvé des trucs dont je n'avais pas connaissance. Oui. Et oui, bien sûr, il y a des tas de choses, mais plein d'histoires. Il y a aussi des choses, malheureusement, qui sont pas dedans, parce qu'on peut pas tout mettre, et parce qu'on peut pas trop s'écarter du récit et partir dans des chemins de traverse. Mais par exemple, pour te donner un exemple, il y a quelque chose qui m'a beaucoup fait rire et qui est très peu connu.
c'est très anecdotique, donc ça n'avait pas sa place dans le livre. Voilà, mais c'est le fait que Kenny Baker, donc, qui jouait R2D2, quand ils étaient en Tunisie, il était très très mal vu par les autochtones et il ne pouvait pas sortir dans la rue sans que les gens lui crachent dessus. Parce qu'à l'époque, dans cette région, c'était c'était un peu, il était considéré sans doute comme une sorte d'ignominie de la nature, enfin un démon ou je ne sais quoi. Et donc voilà, on découvre des choses comme ça qui sont plein de petits détails. On peut pas tout mettre dans le livre, mais c'est des petites anecdotes comme ça. D'accord. Il y en a plein. De ton côté, Renaud, est-ce qu'il y a une info comme ça qui t'a choqué ou émerveillé Bon, il y en a plein parce que c'est vrai que moi je connaissais vraiment l'histoire dans les grandes lignes, mais pas dans le niveau de détail que Laurent avait mis dans son script. Donc je pense que de voir un peu les rituels, les tics qu'il avait quand il essayait d'écrire et quand il n'y arrivait pas surtout, ça m'a marqué parce que tu sentais à quel point c'était une souffrance pour lui et essayer d'extérioriser ça. Voilà, et tous ces petits rituels autour de ça, je trouvais que ça m'a marqué parce que je me suis dit bon, déjà ça l'humanise beaucoup et puis ça, en tant que créateur aussi, limite ça, c'est pas que ça rassure, mais ça soulage de se dire que des gens comme lui qui sont des modèles qui ont révolutionné tant de choses puissent être aussi laborieux. Ça permet de de relativiser quand soi-même, je dirais, on a un petit peu du mal face à une feuille blanche ou qu'on questionne ses idées, qu'on est dans le doute. Ouais, je vois. Bah, en vrai, je suis un peu d'accord avec toi. J'ai beaucoup aimé découvrir ça sur le tome 1. Ça m'avait vachement. C'était une anecdote que je connaissais pas non plus. Et c'est vrai que tu as dit, ça humanise énormément Lucas. Et on retrouve ce côté un peu génie torturé, on va dire, créatif torturé, qui est. Il a clairement souffert, que ce soit dans le tome 1 ou dans le tome 2 de la situation, quoi. Et pour rester un peu dans les anecdotes ou les scènes, est-ce que vous en avez une qui est clairement votre préférée, que ce soit dans le tome 1 ou dans le tome 2? Une scène ou une anecdote, un moment que vous avez trouvé vraiment sympa Moi, j'aime beaucoup les conflits avec les studios. Donc, ça me plaît beaucoup, tout ce qui touche à ces discussions à couteau tiré avec les gens des studios. Et notamment dans le tome 2. Ça, c'était une des découvertes pendant les recherches pour le tome 2, parce que c'est vraiment très peu connu et peu documenté. C'est le sale coup que la Fox, sans faire de spoiler, hein, le sale coup que la Fox réserve à Lucas quand il est au plus bas. Et ça en dit long sur ce milieu et à quel point c'est sans foi ni loi, sans pitié. Voilà, donc ça c'est des morceaux que j'aime particulièrement parce que ça en dit long sur le business. Ok. Bon, moi, il y a plein de pages, heureusement, que j'ai aimé dessiner, mais c'est vrai que j'ai bien aimé sur le tome 2, ces quelques pages sur Indiana Jones et sur donc les discussions entre Spielberg, Lucas et Kasdan. Parce que voilà, il y avait cette respiration graphique qui me permettait de dessiner des choses un peu différentes que du Star Wars et puis aussi de trouver des solutions pour rendre vivant cette discussion où ils sont tous les trois assis autour d'une table, hein, et où il se passe pas grand chose en dehors du bouillonnement, je dirais, de leur esprit. Et donc essayer de trouver des solutions graphiques. Voilà, je trouve que c'était bien. Enfin, c'était agréable à faire et puis c'est aussi une scène. J'aurais pu leur faire des pattes, par exemple. J'aurais aimé être là. Ou même faire la vaisselle, d'ailleurs. Il n'y avait pas de souci. Ça aurait juste laissé traîner les oreilles. Ouais. Je pense que ça aurait été génial de pouvoir assister à ça.
D'ailleurs, j'en profite pour rebondir parce que c'est vrai que il y a tellement de pages que c'est difficile comme ça de sortir, mais une page que j'avais hâte de voir et j'étais comme un petit garçon en la découvrant, c'est la vision de ce qu'auraient pu donner les armées nazies avec l'Arche d'Alliance, cette vision d'horreur. Et voilà, et quand j'ai vu comment Renaud l'avait mise en scène, là, j'adore ce visuel, il est vraiment très fort. Quand on est petit, on s'imagine ça. Donc c'était génial de le voir. Il y a justement une planche qui tourne sur le stream à un moment où on voit le fameux méchant que Spielberg avait imaginé. Et c'est vrai que le dessin et la planche est vraiment top. Et ça... Effectivement, ça sort en plus de Star Wars. Ok, bon, je vais te laisser un petit peu tranquille, Laurent. On va partir un petit peu plus sur le dessin. On l'a déjà un petit peu évoqué, mais le style qu'il y a dans les guerres de Lucas, c'est quelque chose qui est vraiment unique et très cinématographique. Et bon, Laurent avait dit que tu avais pas mal de styles différents, mais est-ce que c'est un style qui est proche de ton style de dessin naturel ou c'est plutôt quelque chose que tu as adapté et qui t'est venu très vite? Très bonne question. Ouais, en fait, je dirais que c'est proche de mon style naturel depuis quelques années parce qu'effectivement, j'ai fait beaucoup de storyboards ces dernières années et du coup, j'ai pris un certain pli, une certaine habitude, notamment aussi grâce aux outils que j'utilise, qui sont des outils numériques, donc je dessine sur tablette écran. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, bien sûr, ça offre de la sécurité, de la flexibilité. Mais aussi, moi, ça m'a libéré en quelque sorte sur certains aspects. Ça m'a désinhibé. Ça m'a permis de tester beaucoup de choses à une époque où, par exemple, j'étais pas très doué en couleurs et du coup là, bah forcément, j'avais beaucoup de portes qui s'ouvraient sans risquer de faire des tâches de partout ou de saloper des outils un peu chers ou du papier. Et donc et puis même au niveau de la ligne, ça m'a permis de tester des choses et tout ça. Et puis c'est vrai que aussi, pour avoir fait beaucoup de storyboards ces dernières années, ça m'a aidé à synthétiser et aller à l'essentiel, vraiment à trouver des raccourcis graphiques, des solutions. Je dirais que quand on fait des storyboards, on n'a pas forcément de recul sur le style, on est justement dans l'efficacité. L'important, c'est de faire passer le bon message, c'est de traduire le script en images et que ce soit lisible et que ce soit compréhensible pour le réalisateur, mais pour toute l'équipe finalement. Et donc voilà, c'est avant tout ça l'objectif. On n'est pas très, comment dire... fétichiste par rapport à un dessin, même si ça peut m'arriver parfois même en storyboard de passer un peu trop de temps sur une case parce que voilà, on se laisse absorber, mais sinon c'est l'histoire qui compte. Voilà, on est au service de l'histoire et le visuel et le dessin et le style est au service de l'histoire. Donc en gros là, c'est vrai que ça avait beau être ma première bande dessinée, moi j'ai essayé d'adapter un peu cette approche. Je me suis dit bon, on est sur un art séquentiel, un art narratif. C'est pas l'illustration, donc ma contribution, on va dire que c'est l'ensemble. Ça va pas être forcément une case, ça va pas forcément être une page. C'est l'ensemble. C'est à la fois quelque chose, j'espère, de élégant visuellement, mais aussi, voire surtout quelque chose de lisible et de fluide et d'agréable à lire et qui va être au service de l'histoire, qui va être voilà, qui va pas entraver, qui va pas qui va faciliter la lecture, voilà. Et là-dedans, ça peut considérer comme une contrainte, mais finalement c'est plus une ligne directrice. Et là-dedans, il y a quand même moyen de s'amuser, heureusement, et de prendre du plaisir et de faire des choses, je pense, élégantes graphiquement. Mais j'essayais toujours d'avoir un niveau de détail assez homogène et que ce soit pas déséquilibré, que ce soit entre les premiers et les arrière-plans, entre certaines pages et d'autres. Alors forcément, il y a des cases qui nécessitent plus de détails, qui nécessitent plus d'attention, c'est normal. On parlait de cette fameuse page sur le cauchemar nazi, forcément, j'y ai passé un peu plus de temps,
notamment parce que c'était référencé et que c'était aussi un hommage à la gravure qu'on voit dans le film, où là, c'est les armées hébreux qui disposent de l'arche. Donc voilà, il y a des choses qui nécessitent plus de temps, mais en gros, la démarche globale, c'était plutôt ça. D'être au service de l'histoire et du coup d'avoir un style dynamique, cinématographique, mais pas, voilà, qui va pas alourdir l'expérience. En fait. Oui. Ça va peut-être être un peu redondant, mais du coup, c'est vrai que j'ai l'impression, je me trompe peut-être, mais que le découpage et la mise en page des dessins, ça fait quand même un peu style storyboard, justement. C'était une intention dès le départ ou c'est venu naturellement de raconter un peu ce scénario comme un film, comme un storyboard? Les deux, en fait, je pense que c'est aussi pour ça que mon casting, entre guillemets, a été judicieux. C'est que c'est vrai que c'était pertinent de le faire comme ça par rapport au sujet. Ça va de soi. Mais en même temps, il se trouve que c'était ce que je faisais au quotidien depuis très longtemps. Donc, j'étais totalement à l'aise avec ça. Et jusqu'à présent, comme je dis souvent, moi, c'est mes 2 premières bandes dessinées. Souvent, les lecteurs apprécient justement le fait que ce soit agréable à lire. Et je dis, mais moi, j'ai mis en application ce que je connais, donc mes connaissances en mise en scène finalement, en découpage. Et c'est une façon de faire la bande dessinée. Et heureusement, il y en a d'autres. Il y a plein de façons de faire la bande dessinée où ça va être peut-être un peu plus conceptuel, où on va jouer plus à l'espace de la case. On va être sur un rythme différent, des choses comme ça. Et c'est une façon de faire. Et c'est vrai qu'il se trouve que ça se prêtait parfaitement au sujet. Peut-être qu'un jour, si je fais une autre bande dessinée sur un sujet complètement différent, j'aurais une approche un peu différente. C'est possible, ouais. Et sans forcément spoil, mais j'avoue que j'ai beaucoup aimé un moment dans le tome 2, le petit jeu de couleurs qu'il y avait entre du rouge et du vert, qui montre subtilement la scène et l'intention qu'il y avait dans la scène. Franchement, c'est un tout petit détail, mais c'était tellement intelligent, je trouvais que ça m'a marqué lors de la lecture, en tout cas, du tome 2. Justement, on a parlé aussi du style et du design des personnages tout à l'heure. Est-ce que tu voulais qu'on reconnaisse du coup immédiatement les différents personnages et leur donner limite un petit style caricaturé, appuyé sur un élément bien particulier pour qu'on puisse les reconnaître? En fait, je pense que au contraire, c'est la démarche inverse à la caricature, parce que les caricatures, souvent, quand tu réfléchis, c'est exagérer justement des traits. Alors, la version la plus entre guillemets grossière, je dis pas ça de façon péjorative, mais grossière dans le sens où on va grossir les traits. Et du coup, on va faire un nez plus gros. Enfin, tout va être un peu gonflé. Ouais, ça c'est des choses qu'on peut voir notamment chez les dessinateurs. La Butte Montmartre, par exemple, qui sont spécialisés là-dedans. Et alors que moi, c'est vraiment la démarche inverse, c'est au contraire d'épurer et de synthétiser. Donc, on va juste conserver l'essentiel et quelles sont effectivement les caractéristiques, la moelle épinière, en fait, d'un visage, d'un personnage. Et c'est plus compliqué parce que forcément, on a moins d'éléments sur lesquels on peut se reposer. Et du coup, ces éléments-là, comme ils sont moins nombreux, il faut se compenser ça par une synthèse et une précision aussi beaucoup plus accrue. Oui. Et c'est pour ça que souvent, les gens sont surpris. Des fois, c'est vrai qu'ils disent « Ah, mais le style est simple ». Parfois même, certains trouvent que c'est trop simple parce que ça manque de petits traits, de ce qu'ils considèrent comme du détail, alors qu'en fait, et malgré tout, ils se disent « Ah, mais pourtant, on reconnaît tout le monde très vite ». Parce que justement, en fait, je pense que mon travail, il a été là de se dire « Ok, je vais mettre moins de traits. Par contre, le trait, si je le fais légèrement trop courbé ou pas assez courbé à cet endroit-là, ou si je le décale de 2 mm sur la gauche ou sur la droite, c'est plus la même personne, en fait. Oui. Et donc, c'était le vrai challenge, il est là. Et moi, c'est une approche que j'aime beaucoup parce que je la trouve
aussi élégante. Je pourrais rajouter plus de détails, je pourrais, une fois que cette synthèse est là et que l'essence du dessin est en place, je pourrais très bien m'amuser à rajouter des choses, mais je pense pas que ça apporterait beaucoup en fait. Oui. Et de nouveau, et je pense que ça serait au détriment de la fluidité de lecture et du récit. Voilà. Ok, je vois totalement. C'est vrai que bon, je suis pas dessinateur ou quoi que ce soit, mais je pense que des fois, de justement épurer au maximum, c'est beaucoup plus dur que de mettre trop de détails. Et c'est pas la même chose. Des fois, le détail va. C'est le secret que les dessinateurs ne partagent pas forcément avec le public, mais beaucoup le diront sans doute. Oui, 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 c'est vrai. Je pense qu'aussi, on a tous parfois la tentation justement de se cacher un peu derrière les détails parce que ça permet comment dire, de maintenir une illusion des fois. Oui. Et de masquer justement certains défauts, et on le fait tous, et moi le premier, hein, c'est pas du tout une critique. Mais du coup, c'est vrai que c'est quelque chose de contre-intuitif et que une partie du public parfois ne perçoit pas. Ouais. Ouais, je vois. Et est-ce qu'il y a une planche en particulier qui t'a un peu donné du fil à retordre, où t'as vraiment galéré à dessiner ou à faire? Bah, j'ai passé pas mal de temps sur ces putains de nazis, je dois dire, quand même. Parce que c'est vrai qu'en plus c'était tout en couleur et qu'il y avait pas mal d'éléments. Je voulais que ce soit épique. Et en même temps, c'était référencé par rapport à cette gravure qu'on voit dans le film. Donc j'ai essayé d'avoir une composition un peu similaire, mais tout en m'adaptant au format de la page qui était différent. Bref. Et donc, oui, notamment toute la position l'acting, le posing des soldats américains là en train d'agoniser, des choses comme ça, c'était pas simple, mais ouais, je dirais que c'est plutôt celle-là. Ouais. D'accord. Et est-ce que à l'inverse, il y en a une dont t'es le plus fier? Peut-être celle-là, du coup? Non, mais si je dis que c'est celle-là, on va penser que j'ai des sympathies après idéologiques, c'est pas bon. Non. Non, je sais pas. Si, je suis assez fier de la double page sur les thèmes musicaux à la fin, quand on vient à l'enregistrement avec John Williams. Ouais. Pour deux raisons, parce que déjà, je trouve qu'effectivement, visuellement, je suis assez content du résultat. Et puis surtout, c'était un vrai challenge, un vrai défi, parce que les pages qui font référence à John Williams dans le premier tome avaient été très célébrées, très appréciées par les lecteurs. Beaucoup me les citaient souvent quand on les voyait en dédicace, et certains avaient même dit qu'ils avaient été émus à ce moment-là en particulier. Et c'est même si j'avais eu, en les faisant ces pages du premier tome, conscience que c'était des pages importantes et que j'avais mis forcément beaucoup de soin, j'avais pas forcément anticipé que ça puisse toucher à ce point-là les gens. Donc forcément, quand il s'agit de faire un peu la même chose, mais justement sans faire la même chose sur le tome 2, c'est-à-dire qu'en fait on se retrouve dans une situation similaire où il enregistre le score de l'Empire contre-attaque. Je me creusais la tête en me disant on va pas refaire les mêmes cas, ça n'a aucun sens, mais on va essayer de faire quelque chose qui soit au moins tout aussi marquant si possible, quoi. Sans qu'il y ait bien sûr la surprise du premier tome. Et donc voilà, je suis parti sur une approche un peu différente, peut-être encore plus pointue graphiquement, je dirais, plus riche, pour justement compenser le fait qu'il y avait plus cet effet de surprise, mais que du coup on est dans ce souvenir, dans cette invocation des thèmes qu'on adore, quoi, et tout, et qui j'espère résonnent dans la tête des lecteurs, dans l'oreille des lecteurs quand ils lisent ces pages. Oui, c'est vrai que les pages sur Williams, elles sont quand même... on parlait de mise en scène tout à l'heure, il y a vraiment une mise en scène, une énergie, et on a l'impression que limite la scène est animée. Et en plus, le fait de voir cette musique un peu limite vivante entre les personnages, c'est quand même incroyable. C'est vrai que c'est des pages qui m'ont aussi marqué sur le premier tome, parce que
Puis c'est un sacré moment en plus, je pense que être avec eux à ce moment-là, ça devait être quelque chose de se dire Ouais. Ok, c'est un moment historique là quelque part. On est en train de créer un son légendaire. Mais je pense que pour Lucas, c'était peut-être aussi un moment où il a repris espoir, parce que quand il a vu que la musique en fait allait permettre à tout le film de tenir, et oui, ça a dû être un moment de grand enthousiasme pour lui. Ouais, c'est clair. Clairement. Bah justement, ça nous ramène un peu à George Lucas, qui est le centre de tout ça. Donc pour vous deux, quelle image vous aviez de George Lucas avant de commencer ? Et est-ce que cette image a évolué pendant la création des 2 tomes ? Est-ce que vous l'avez perçue différemment Pour ma part, j'avais évidemment une image positive, mais c'est vraiment en rentrant dans les recherches que j'ai découvert la personne qu'il était vraiment à travers les témoignages de tous ses proches. Et encore une fois, comme c'est quelqu'un de très secret, à travers ces témoignages qu'il se révèle. Et de voir, il y a des telles choses qui m'ont surpris sur lui et que je ne savais pas, c'était l'étendue de sa générosité. Et ça fait fanboy de dire ça, mais c'est vraiment exactement ça. C'est un type d'une générosité incroyable. Et il est vraiment pas du tout intéressé par le gain financier pour ce qu'il est. L'argent est pour lui juste un moyen de donner vie à la création. Et c'était vraiment très intéressant de voir l'accumulation d'exemples, de témoignages qui allaient toujours dans le même sens et de voir cette humilité. Parce que c'est quelqu'un d'une grande humilité aussi. Et à ce niveau de réussite, c'est rare de voir des gens qui sont humbles. Et je vais vous donner un exemple, et en tant que fan, ça résonnera en vous, c'est que faites attention quand vous entendez Lucas parler, repensez-y à chaque fois que vous verrez une interview de lui, il utilise toujours « nous » ou « on a fait quelque chose ». C'est toujours. Alors là, on a décidé d'aller dans cette direction. C'est pas on, c'est lui qui a décidé de faire ça. Ouais. C'est toujours nous et on. Il parle à la première personne du pluriel quand il s'agit de tout ce qu'il a fait. Et ça, ça pourrait être factice. On pourrait imaginer que c'est une façon de se présenter, mais c'est réellement comme ça. C'est vraiment cette humilité. Il ne tire pas la couverture à lui. Il partage les fruits du succès. Et il partage le mérite avec les autres aussi. Donc voilà, ça c'est une chose que j'ai découverte et qui m'a profondément surpris parce que c'est pas du storytelling hollywoodien, c'est pas des RP, c'est comme ça qu'il est. Oui. Moi, j'avais déjà beaucoup de respect pour le créateur, bien entendu. C'est quelqu'un qui m'a inspiré et j'ai très très tôt d'ailleurs voulu comprendre sur le plan pour le coup artistique comment il avait réussi à pendant tout ça. Je me suis intéressé à ses influences japonaises, je me suis intéressé bien sûr à Campbell et grâce à ça j'ai découvert beaucoup de choses, j'ai lu beaucoup de mythologie comparée. Et donc ça m'a ouvert plein de portes donc ce que j'ai découvert c'est qu'en plus de ça c'était quelqu'un qui a dans son martyr, je dirais, dans son chemin de croix, avait fait preuve d'une probité et d'une ténacité exemplaire. Dans des situations comme ça de stress intense, les gens se révèlent en général, donc ils peuvent s'effondrer d'une part, ou alors ils peuvent reporter la faute et le stress sur les autres et finalement devenir vraiment invivable et tout ça. Et bon, il a dû sans doute parfois un peu déborder, comme ça nous arrive tous dans ce genre de situation, mais en fait, en règle générale, on a vraiment le sentiment qu'il a tenu bon et il a tenu bon aussi dans ses convictions, dans ses valeurs. Et ça, voilà. Et dans les moments de stress et aussi dans les moments, du coup, de réjouissance, de succès, ce qui est même encore plus rare, je dirais, parce que là aussi, ça peut vriller assez vite. Hein, quand la fortune et le succès tapent à la porte, il y en a beaucoup qui ont du mal à gérer ça et qui changent. Et donc, voilà. Et on dit souvent sur le temps sur la boutade, mais
il s'habille littéralement de la même façon depuis 50 ans. Et c'est vrai. Et Dieu sait qu'il pourrait se pavaner en Gucci ou je sais pas quoi. Ça l'intéresse pas, manifestement, quoi. Donc, je trouve que c'est un bel exemple aussi pour ça. Oui, je suis d'accord. Il force le respect, clairement. Je connaissais forcément Star Wars et son histoire au cinéma, mais comme on le disait au début, il était très très secret et il partageait très peu d'informations. Et le fait de le voir là, justement, plus en détail, dans sa vie privée et comment il est, justement, au niveau de sa générosité, de manière globale avec tout le monde, ça force le respect sur le personnage qu'il est, clairement. Donc, on peut clairement que respecter l'homme et le créateur derrière cette saga. Dans les 2 tomes, on voit justement, on en a parlé rapidement, mais un peu les 2 visages de Lucas. On a d'un côté un peu un visionnaire têtu et torturé par sa propre idée, et de l'autre côté, on a aussi quand même un homme et un humain plus fragile, on va dire. On parle justement des tics quand il était stressé, etc. Lequel de ces aspects vous a le plus touché quand vous l'avez découvert ? Ce que je trouve touchant dans l'histoire de Lucas, plus dans le tome 2, et c'est quelque chose qu'on poursuivra dans le tome 3, c'est le fait que, et on peut tous s'identifier à ça, c'est qu'on a parfois la tête tellement dans le guidon, on est parfois tellement submergé par les tâches les plus proches de nous et par le stress, qu'on perd de vue des choses plus importantes que tout ça. Et c'est ça qui est touchant dans le cas de Lucas, c'est que ces livres parlent aussi de ce qu'on fait du succès une fois qu'on l'a, et du prix du succès, de l'impact que le succès va avoir sur nos vies. Enfin, nos vies, les gens qui ont du succès comme George Lucas. Oui. Et donc, c'est très intéressant humainement, psychologiquement, philosophiquement aussi, de voir le prix du succès et de voir malheureusement qu'on ne peut pas tout à fait s'extraire de cette situation, même si on sait que c'est un risque, même si on a vu d'autres tomber dans ce piège-là. Eh bien, on voit avec Lucas que ça arrive malgré tout et qu'on ne peut pas prendre suffisamment de distance et ça peut coûter très cher. Voilà, donc c'est cette dimension un peu douce amère de l'histoire qui est très intéressante et qui lui donne beaucoup de profondeur. Oui. Oui, bah c'est vraiment ça aussi, c'est vraiment la dimension humaine et presque intime, comment arriver à gérer ça et si possible, parce que on le voit déjà et on le verra par la suite aussi dans le dernier tome, il a commis des erreurs quand même, et donc comment essayer de pas les reproduire quand on est face à des situations entre guillemets similaires, c'est important de trouver un équilibre, en fait, c'est une question d'équilibre. Et en tant que créateur, personnellement, je sais ce que c'est d'être complètement absorbé dans un projet, dans une tâche et parfois s'isoler complètement du monde et tout ça, et ça peut être très prenant, très dévorant presque et tout, et donc c'est pas toujours simple de concilier tout ce qu'il y a autour forcément, et il faut le faire parce que on fait ça aussi pour pouvoir avoir une existence agréable, sinon ça serait pas très constructif, je pense. Ok, et pour finir sur Lucas, si vous deviez le résumer en un seul mot, ce serait quoi? Pas facile, hein. Peut-être le premier mot qui me vient à l'esprit, ça serait honnête. Ok. Le problème, c'est que le mot m'échappe. je vois l'idée. Une image, si tu préfères. Non, mais c'est en gros
Oui, parce que c'est pas un seul mot, mais oui, fidèle à ses valeurs. Donc je sais plus comment le formuler, mais enfin vous voyez l'idée Oui. quoi. Ok. Parce que rigoureux, ça veut pas forcément dire ça, mais en fait voilà, il y a une dimension comme ça, rigoureux par rapport à ses convictions et à ses valeurs, oui, je pense. Ouais. Ok, oui, je vois totalement. Euh, J'avoue que de mon côté, j'aurais hésité entre humain et génie aussi quelque part. Je trouve que il y avait quelque chose. Euh, J'ai envie de poser cette question aussi, c'est si dans sa vie ou dans son œuvre de manière globale, vous auriez voulu être à ses côtés à un moment donné, ce serait lequel? Peut-être au moment où il dit on va faire Howard the Duck. Non, non, mais plus sérieusement. Pas évident, hein. Il y a beaucoup de moments quand même assez C'est ça le problème. historiques, on va dire, et grandioses. Oui, c'est une question difficile, ouais. C'est une question difficile. Quand il a signé le contrat de Disney pour que ton nom figure aussi sur le contrat. Attends, tu as oublié juste de préciser là dans l'alinéa numéro 12 que je... Non, c'est vrai qu'il y a tellement de moments incroyables. Peut-être quand même ce moment qui clôt le tome 1. J'aurais bien aimé être à la table et voir la tête de Stanfield Ouais. quand Lucas lui explique comment ça va se passer dorénavant. Mm. Peut-être que ça, c'est un moment assez agréable. Oui, La c'est revanche. sûr. Moi, j'en parle souvent en plus, c'est tout bête, c'est ce moment à la fois d'intimité et en même temps d'histoire. Où ils sont sur la plage avec Steven Spielberg en train de faire des pâtés de sable, donc quelque chose de très complètement enfantin et voilà amusant et où ils discutent et où il lui soumet en gros le concept d'Indiana Jones quoi. Donc j'aurais adoré participer éventuellement ou juste observer de loin en deltaplane là au-dessus comme ça et tout. Et puis... ouais. Ah mais il y a quelqu'un justement qui est d'accord avec toi, qui a mis construire des châteaux de sable avec lui. Petit clin d'œil, ça veut tout dire. Ok. On va revenir un petit peu sur les guerres de Lucas. Quand le tome 1 est sorti, est-ce que honnêtement vous attendiez un tel succès et un tel succès critique ou pas forcément, pas autant? Je commencerai par dire qu'on peut jamais s'attendre à un succès de manière générale certainement et à plus forte raison en bande dessinée parce que c'est un milieu très difficile où il est difficile d'émerger et donc voilà, on peut jamais s'attendre à un succès, mais j'espérais quand même que le livre trouve son public parce que en tant que lecteur et quand on travaille si longtemps sur un livre, surtout sur le scénario une fois qu'il est terminé, le dessin ça dure très longtemps et donc on arrive à un moment où on peut découvrir le livre presque avec un regard neuf en fait, Oui. parce que ça fait tellement longtemps que voilà. Et donc quand j'ai vu le livre et que j'ai essayé de m'extraire un peu de cette situation et de le juger pour ce qu'il était, je l'ai vraiment trouvé des qualités. Je pensais que c'était vraiment réussi. Et donc j'espérais que je sois pas le seul à le penser, Oui. et que ça plaise à d'autres personnes, parce que c'était le but de toute l'entreprise, c'était de partager cette histoire incroyable et enthousiasmante. Et en le lisant, ça m'inspirait beaucoup d'optimisme et d'enthousiasme. Et donc voilà. Et les premiers retours qu'on a eus ont été très bons. Donc il y a eu un moment où on s'est dit on va peut-être trouver le public. Après, ce qui s'est passé avec ce livre-là, ça arrive rarement et on ne pouvait pas le prévoir. Donc c'était un formidable cadeau. Une belle Moi, surprise. ce qui m'a le plus surpris, en fait, c'est cette espèce de forme d'unanimité
qui soit à la fois public, critique, critique côté média, mais côté libraire, ce qui est sans doute aussi encore plus important. Parce que c'est vrai que c'est très rare finalement qu'il y ait une espèce de qui soit plus ou moins tous d'accord, parce que c'est vrai que combien de fois sur un livre ou sur un film, il va avoir une super bonne note du côté des critiques professionnelles, et puis le public va le bouder, ou alors inversement, un film qui va être très populaire par exemple, ou un livre qui va être très lu, et puis bon bah il va se prendre une note abominable chez Télérama ou je sais pas. Et bon, voilà, c'est des choses qu'on voit souvent. Et je dirais même que moi, à titre personnel, des fois, quand quelque chose fait vraiment l'unanimité, ça peut même me refroidir. Ça, en vrai, je me dis, c'est bizarre. Il y a quand même quelque chose qui est un peu étrange. Alors, au moins, en général, je suis quand même curieux et j'ai envie d'aller voir. Et donc, c'est ce que j'espère pour tous les sceptiques qui perdurent encore vis-à-vis de nous. Allez voir et faites-vous votre propre opinion. Je crois que c'est ça la meilleure démarche. Mais ouais, de voir qu'ils étaient tous alignés et sans doute d'ailleurs pour des raisons différentes, ça m'a fait vraiment agréablement surpris. Ouais. C'est vrai que c'est quand même assez rare un succès critique comme ça. Et j'ai envie de dire peut-être aussi encore plus dans l'univers Star Wars, où souvent la communauté peut être assez tranchée. C'est vrai. Sauf sur on Andor, a eu la chance incroyable d'avoir le soutien de la communauté des fans très rapidement. Et je pense que tout ça est connecté au fait que cette histoire, elle replace Star Wars en fait aux origines et elle nous rappelle pourquoi on a tellement aimé Star Wars, pourquoi on est devenu fan et l'essence de Star Wars. Et ça a parlé aux gens qui n'étaient pas particulièrement fans de Star Wars, puisqu'on en rencontre beaucoup lors des séances de dédicaces de gens qui n'ont pas vu les films, qui ne sont pas particulièrement intéressés par Star Wars, mais cette histoire leur parle parce que c'est une histoire qui fait écho à des valeurs humaines et à des préoccupations, des problématiques qu'on a tous. Affronter des difficultés, essayer de créer quelque chose, tout ça, on se retrouve tous dans ces problématiques-là. Et c'est aussi une histoire foncièrement optimiste qui redonne espoir. Et voilà, donc ça, c'est des thèmes universels et je pense que ça a parlé un peu à tout le monde au-delà de la sphère des fans. Oui. J'aimerais bien faire une petite parenthèse justement et revenir après là-dessus. Mais c'est vrai que tout à l'heure, tu as parlé du délai pour faire le tome 1. Et c'est une question que j'ai pas du tout posée, mais quel temps ça vous a pris sur le tome 1 et sur le tome 2 de le créer, la partie scénario et la partie dessin? Je crois que ça a pris grosso modo 2 ans et demi, c'est ça, hein, Renaud, hein? Attends, le tome 1, oui, ça, si tu comptes le temps pour toi, oui. Oui. Ouais, parce qu'en fait, c'est en décalé, c'est sûr. C'est qu'en fait, le scénariste travaille toujours en amont. Et puis, ça va quand même plus vite en général. Et moi, sur le premier tome, j'ai mis du temps, j'ai mis 2 ans, quasiment jour pour jour. Et puis, comme on avait moins de temps, d'une part sur le tome 2, et aussi parce que j'avais sans doute plus de certitude, on va dire, dans mon travail, plus d'assurance, j'ai mis 15-16 mois. Donc, ce qui est assez fier de ça, même si j'en ai un peu bavé à la fin parce que c'était tendu en termes de rythme. Mais c'est vrai que, sachant qu'il y a une dizaine de pages de récits en plus, donc 16 mois au lieu de 24, je trouvais que c'était une belle performance. Donc voilà, objectif 6 mois pour le prochain. Voilà, quelque chose. Non, je pense pas. Ok, oui, donc c'est quand même un beau 2 ans et demi pour chaque tome, du coup, quand même. Ouais. Ça prend du temps, forcément. Mais au moins, c'est un autre débat, mais c'est fait par des artistes, des humains, et c'est pas mécanisé, on va dire, derrière. Voilà. C'est sûr. Et justement, sur la suite du tome 1, est-ce que dès le départ, il y avait un scénario pour un tome 2 ou ça a été fait après, une fois le succès du premier? Non, la mention to be continued à la fin du tome 1 est là pour en attester. Non, c'était conçu comme une trilogie dès le départ parce qu'il y a vraiment
une histoire. Si ça avait été un flop, on se serait évidemment arrêté au tome 1, et le tome 1 se suffit à lui-même, hein, puisqu'on a une fin qui est tout à fait satisfaisante. Mais l'idée, c'était quand même de raconter la trilogie originelle et d'achever avec le retour du Jedi, parce qu'il y a vraiment un arc narratif qui se constitue sur ces 3 films, et il y a une histoire à raconter qui se termine à ce moment-là. Oui. Et justement, sur le tome 3, c'est une question que pas mal se pose. Je sais que vous avez déjà répondu à cette question-là. Il y aura donc un tome 3. Ça, c'est officiel. Et on me l'a posé aussi dans le chat. Est-ce qu'il y a déjà une date de sortie approximative pour le 3e tome ? Oui, ça sera pile dans 2 ans. Ce sera en octobre 2027. Donc tous les 2 ans. Enfin, il n'y aura pas de tome 4, 5, 6. Ça s'arrêtera au tome 3. Ok. Donc, c'était une question que j'avais posée justement. Est-ce que vous allez vous arrêter à la trilogie ou pas ? On avait prévu de continuer jusqu'en 2052, mais je pense que ça risque d'être un peu compliqué. Ok, donc tome 3 confirmé en 2027, et vous arrêtez à l'arc de la trilogie originale. Pas de prélogie de prévu. Non, on nous a souvent posé cette question ces derniers temps, et comme on l'a déjà dit, en fait, c'est très intéressant la manière dont les 3 autres films ont été faits, mais c'est plus une histoire aussi intéressante d'un point de vue humain, parce que Lucas n'est plus tout à fait le même homme. Il est complètement assis au moment où il décide de faire la prélogie. Il n'a plus aucune difficulté financière. Il n'a aucun rapport de force avec les studios, il est le maître absolu, donc c'est plus l'histoire juste d'un visionnaire qui a envie de faire ce film-là et qui va le faire sans difficulté. Oui. Voilà, donc c'est moins intéressant du point de vue scénaristique, et puis voilà. Bon, l'histoire des films reste très intéressante malgré tout, mais ce sera pas, en tout cas, vu dans les guerres de Lucas. Comme dit Renaud, on en reparle dans 10 ans ou dans 20 ans. Voilà, c'est ça. Si jamais il y a dans 20 ans une pétition qui émerge, peut-être qu'on se laissera tenter, mais non, c'est pas, c'est pas la, ouais, comme dit Laurent, c'est pas, même sur le plan purement humain, c'est sur le plan dramatique, même sur le plan purement dramatique, c'est moins intéressant, je pense. Et le message est moins clair dans ce que ça dit aussi. Oui. Ok. Bon, en tout cas, je me mets une note pour dans 10 ans, histoire de créer une pétition quand même au cas où. Pour voir quand même... on sait jamais votre dessin, le style, le scénario sur la trilogie. Si ils nous font Battlefront 3, je peux reconsidérer. Voilà, je peux mettre ça dans la balance. Oh. Maintenant, il faut voir ça avec Disney et Lucasfilm, voilà. Bon, bah tout le monde repart sur les serveurs dès maintenant, du coup. Pour montrer qu'on veut Battlefield 3, plus un bonus en plus derrière. Bon. Voilà. Question, bon, je sais pas si vous pouvez forcément répondre ou pas, mais le tome 1 a eu le droit à énormément de traductions à l'étranger. Est-ce que le tome 2 suit le même chemin, ou pour l'instant vous savez pas encore ? Si, c'est juste que la négociation des droits, les plannings des éditeurs étrangers sont un peu tous différents. Donc là, il y a déjà pas mal d'éditeurs qui ont signé. Il y a l'Espagne, l'Italie, la Pologne, l'Allemagne qui ont déjà signé. Peut-être d'autres que j'oublie. Donc oui, ils vont sortir. Je crois que là, il y en a 2 qui sont sortis pour le moment, la Pologne et l'Italie. Et l'Italie, voilà. Et, quasiment, ouais. Voilà. Et puis les autres vont suivre. Après, est-ce qu'on en aura autant c'est difficile à dire, parce que c'est vrai qu'on est allé assez loin avec 19 versions. Voilà. Bon. Entre-temps, il y a peut-être des pays qui vont se créer et qui vont vouloir une version... fusionner ou splitter, hein, c'est plutôt ça la tendance en ce moment. Ouais. Ok. Bah, en vrai, je pense à ça parce que sur le communiqué de presse, il y avait cette photo justement. Quand vous avez vu le fameux selfie de George Lucas avec voilà, le roman graphique, le tome 1 dans les mains, ça vous a fait quoi, clairement, de voir ça ? Des palpitations. Pas loin, franchement, pas loin, parce que c'est vrai que c'était tellement surprenant, inattendu. C'est vrai que on nous en parlait depuis longtemps, de savoir
si on allait lui envoyer. Donc on se posait encore la question parce qu'on pensait que c'était peut-être mieux d'attendre la version anglaise, la traduction. Et puis quand je rêvais de ça ou quand j'aurais pensé à ça, je me disais peut-être qu'un jour on aura un petit mot, soit un courrier, quelque chose de formel. Enfin voilà, c'est vrai que je pouvais pas imaginer que ça se passe de façon. Alors c'était via l'intermédiaire de l'artiste JR, ce qui a peut-être aussi facilité les choses, mais via Instagram et de façon comme ça, si spontanée, si naturelle finalement. Et puis la photo, voilà, qui était de leur propre initiative et JR m'a même dit que c'était l'idée de Georges de faire la photo, donc c'était vraiment très très inattendu et très adorable de sa part. C'est d'autant plus surprenant que ça fait forcément un choc. Je me souviens quand Renaud m'a tout de suite appelé pour me dire on a reçu cette photo-là et puis il l'a envoyée. J'étais il y a un moment où je me dis forcément, mais comment c'est possible? On l'a pas envoyé, le livre, il n'est pas sorti là-bas. Comment il peut avoir le livre? Il y a ce petit moment d'incrédulité où il faut un moment pour comprendre que le livre a fait son chemin par lui-même et est arrivé via un artiste français auprès de Lucas. Il y a plein de questions qui se mêlent dans l'esprit à ce moment-là. C'est bon. Mais voilà, encore un geste d'une grande générosité de sa part et qui va toujours dans le même sens, quoi, de George Lucas, maître d'Hollywood, qui décide de prendre un selfie comme ça. On leur envoie un selfie avec le livre. C'est dingue. Ouais. Franchement, c'est dingue. Ok, et il me semble que vous avez du coup été faire un petit voyage aux États-Unis il n'y a pas si longtemps que ça, au Skywalker Ranch. Est-ce que du coup vous avez eu des retours de certains peut-être employés qui travaillaient déjà à l'époque ou même actuellement et qui vous ont parlé du roman? Ouais, ça c'est. Il y avait déjà eu des retours avant même qu'on y aille parce qu'on a justement on a eu la chance incroyable d'être contacté par Joe Johnston, puis dans un second temps par Ben Burt, qui les deux avaient adoré le bouquin. Joe l'avait eu déjà en français et il était tellement curieux qu'il l'avait lu avec Google Translation quand même. C'est pour dire à quel point motivé. La motivation. Ouais. Voilà. Et dès qu'on a fait une version anticipée en anglais, il y a à peu près un an, qui était initialement d'ailleurs calibrée pour George lui-même, et on l'a envoyé aussi à Joe et on en a envoyé une aussi pour Ben Burt et qui lui-même nous a écrit par la suite pour nous féliciter. Donc c'était incroyable et donc on a pu les rencontrer à l'occasion de ce voyage et tout ça. Et puis avant même d'aller au ranch pour les rencontrer et pour passer ces moments précieux avec eux, on était chez Lucasfilm et on a même signé le bouquin pour les artistes qui travaillent là-bas. Et donc et de même, certains étaient déjà au courant du roman graphique. Certains l'avaient découvert à la Celebration au Japon, à Tokyo, il y a quelques mois, donc dans sa version japonaise. Donc ils étaient vraiment très intrigués du coup, mais incapables pour la plupart de le lire. Donc ils étaient ravis de nous voir et de voir la version anglaise enfin disponible. Et donc voilà, que ce soit les grands anciens, si j'ose dire, et les artistes qui travaillent actuellement sur les nouveaux films et une nouvelle série, il y avait beaucoup de bienveillance et d'enthousiasme, et ça nous a beaucoup touchés. Ouais. Oui, c'est étonnant de voir des gens à ce niveau. Je pense à Ben Burt ou à Joe Johnston, mais c'était vrai pour toute la nouvelle génération chez ILM, des artistes là-bas, des directeurs artistiques, enfin des gens d'un certain calibre, de voir leur ouverture d'esprit et à quel point ils étaient accueillants, et pas du tout dans la méfiance ou dans le fait de garder le temple en quelque sorte. Et donc c'est encore une fois très enthousiasmant de voir des gens d'une telle générosité à ce niveau. Et puis après, en tant que fan, de pouvoir aller au ranch de George Lucas, d'avoir la visite avec Joe Johnston et Ben Burt et de les entendre parler de tout ça, de se remémorer des choses, de pouvoir leur poser des questions. Moi, je suis un grand fan de Joe Johnston, c'est un réalisateur génial et de pouvoir lui poser des questions sur ses films, de l'écouter, en parler, partager des anecdotes.
être dans le bureau de Ben Burt et qui ressemble à un petit musée, et puis de le voir parler de toutes ces choses-là. C'est vraiment une expérience incroyable. Et ce livre nous a permis d'avoir un paquet de cadeaux comme ça, de rencontre en rencontre. On peut faire un salut à Patrice Giraud, c'est grâce à lui qu'on a rencontré Joe Johnston. Et voilà, c'est une rencontre, on amène une autre. C'est des cadeaux en permanence. Donc on n'imaginait pas tout ça en se lançant là-dedans. C'est sûr, ouais. C'est assez irréel. Ouais. J'imagine, ça doit être un rêve quand même d'aller visiter tous ces lieux et de parler avec des légendes comme ça, c'est quand même incroyable. Pour finir sur mes questions, après je vois qu'il y en a quelques-unes dans le chat que je pourrais vous poser. Qu'est-ce que vous aimeriez que les lecteurs retiennent quand ils referment, quand ils terminent les guerres de Lucas? Moi, ça serait un enthousiasme, un optimisme, une certaine joie, du moins pour le premier tome. Voilà, oui, qu'ils se sentent portés et qu'ils gardent cet enthousiasme pour affronter toutes les difficultés de l'existence, qui sont nombreuses. Oui, c'est vrai qu'il y a cet effet-là dans le premier tome qui est assez regonflant, dans le sens où parfois des gens qui sont un peu dans le doute, ils ont un sursaut, je dirais, d'énergie et de foi en leur projet, en leur bonne étoile. Et ça, c'est hyper précieux, parce que des fois, comment dire, la réussite ou même juste la concrétisation d'un objectif ou d'un projet, c'est beaucoup de paramètres. C'est du travail, c'est de la chance parfois, mais c'est aussi de la ténacité, et c'est aussi beaucoup de foi finalement. Et des fois, ça se joue qu'à des petits détails comme ça, en fait. Et juste le fait d'être dans le bon état d'esprit, ça va tout changer, en fait. Et ça. Donc, si on peut aider un peu certains à pas perdre espoir, tout simplement, et à pas abandonner, comme c'est dit dans la préface, je pense que c'est bien. Et puis plus globalement aussi, une leçon d'humilité par rapport au succès, en fait, et que ça vient pas comme ça. C'est toujours énormément de souffrance, quoi qu'il arrive, et que il faut accepter que c'est un chemin tortueux, et que ça n'arrive pas toujours, mais que même quand ça arrive, c'est au prix de beaucoup de sacrifices. Voilà. Donc faut s'y préparer aussi quand on aspire à ce genre de choses. Voilà. Effectivement. Petite question bonus qui me vient comme ça, c'est vrai que le tome 2 est un petit peu plus, je trouve, un ton un peu plus adulte, un peu plus... Enfin, peut-être pas tragique, j'irai peut-être pas jusque-là, mais c'est un peu plus moins joyeux que le tome 1. Ouais. C'était voulu, peut-être pour montrer le calvaire de Lucas ou le revers du rêve hollywoodien. Oui, Lucas dit à un moment que l'objectif est lié à l'ambition, et il y a un prix pour ça. Et donc, ce que Lucas essaye d'obtenir dans le tome 2, son indépendance totale, c'est un pari très risqué. Et donc, on sait qu'il va réussir in extremis, mais il va sortir usé, abîmé de ça. C'est la deuxième fois qu'il doit payer très cher, et il paye encore plus cher cette fois-ci. Donc c'est une victoire douce et amère. On est vraiment il a gagné, mais on n'est pas dans la joie, dans la réjouissance comme dans le premier, parce que ça lui a coûté vraiment très très cher d'acquérir cette victoire. Donc voilà. Ce qui est amusant, c'est que d'une part, on colle aux faits, aux événements tels qu'ils sont déroulés. Hein. Il y a, comme dit Laurent, il n'y a pas d'écart par rapport à la réalité. Et en même temps, il y a un parallèle naturel avec l'Empire contre-attaque, qui est justement l'épisode central, qui est quand même très très aigre-doux, parce que même si de nouveau les héros s'en sortent, ils le payent cher. Un perd sa main, un des trois, on sait même pas s'il est toujours vivant, ou en tout cas dans un sommeil un peu contraint. Donc c'est vrai que
voilà, il y a un vrai parallèle vis-à-vis de ça, et c'est l'idée de laisser le lecteur un peu sur ce même sentiment. Ok, je comprends totalement, en effet. Je vais pouvoir vous poser quelques petites questions, du coup, peut-être qu'il y a dans le chat avant de conclure. Donc, il y a un 3e volet qui est prévu pour 2027. Moi, je donne la réponse directement. Combien de temps ça a pris de faire chaque tome? 2 ans, 2 ans et demi? Oui, c'est ça. C'est ça. Et est-ce que Lucas connaît l'existence de la BD? Effectivement, il y a eu du coup un selfie de Lucas que j'ai normalement juste ici, voilà, que je peux vous montrer. S'il y a le focus qui est fait, le petit selfie de George Lucas avec le tome 1. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Alors, question plutôt pour Renaud. Pour le tome 1, est-ce que tu t'étais inspiré du comic Dark Horse basé sur le Rook Draft, mon anglais est horrible, désolé, de Lucas, ou bien as-tu essayé de dresser tes propres descriptions de Kane, Starkiller et compagnie? Non, je suis pas du tout allé voir. Je sais que ça existe. J'ai dû le feuilleter il y a très longtemps en passant dans une librairie. Mais non, je me suis plutôt inspiré des premiers travaux de Ralph McQuarrie, qui est une de mes références, quoi qu'il arrive, au-delà de ce projet, je dirais, et qui a toujours été une grande inspiration. Et du coup, l'idée, c'était de créer une espèce de fusion entre mon propre style, ses premières recherches, ce qu'on sait, nous, de Star Wars, ce qu'on a vu aussi depuis dans les préquels, d'essayer de faire une espèce de mélange de tout ça pour que ça évoque quelque chose qui fasse ce Star Wars sans être tout à fait encore du Star Wars. Voilà. Oui. Et du côté de Laurent, as-tu des personnes à qui tu demandes de relire tes scénarios quand tu ne sais plus démêler le vrai du faux? Non, pas sur la vérification j'ai pas des fact-checkers sur ça, non, parce que je vérifie vraiment soigneusement un peu tout déjà à la base. Donc, si j'ai un doute, c'est arrivé une ou deux fois. En fait, si c'est arrivé une ou deux fois, mais vraiment sur un point très précis. Sur la question des pourcentages, c'est un des quelques exemples où c'est arrivé sur la question des pourcentages échangés entre Spielberg et Lucas. Spielberg avait donné plusieurs interviews dernièrement où il donnait un pourcentage, qu'il avait échangé des bénéfices de Rencontre du troisième type contre des bénéfices de Star Wars, qui avait échangé avec Lucas. Et donc le chiffre que Spielberg donnait n'était pas le même que celui que j'avais trouvé dans les sources d'époque. Et donc, comme Spielberg était vraiment très affirmatif, ça posait problème. Et puis donc, j'ai écrit à une des personnes qui avait fait des interviews d'époque pour lui demander de vérifier si vraiment c'était le bon chiffre. Et il avait vérifié, il a dit, c'est un Américain, un auteur américain, Dale Pollock pour le nommer. Et il a vérifié, il avait dit oui, c'était bien 1%. Et puis après, Renaud, lui aussi, a fait ses propres recherches et a découvert dans un des documentaires récents, c'était... C'est peut-être dans Light and Magic, c'est possible? Ça doit être ça. Et là, il y avait un petit passage dessus et il donnait... C'était une interview d'époque, je crois aussi. Oui, okay, c'est ça qui est intéressant parce que ça a été un débat entre nous parce que il y avait des interviews récentes de Spielberg où il parlait d'un autre pourcentage, c'était assez surprenant. Et puis enfin, on est tombé sur cette interview du Spielberg de l'époque qui précisait bien 1%, donc on a préféré faire confiance au Spielberg de l'époque qui a sans doute une mémoire un peu plus fraîche des événements. Mais ça montre bien à quel point il faut être prudent avec les témoignages plus récents, quand les gens essaient de se remémorer 50 ans après un événement et qui sont persuadés que ça s'est déroulé d'une certaine manière, parfois en contradiction avec leurs propres témoignages d'époque, comme Renaud vient de l'illustrer. Oui, effectivement. Un volet 4, alors non, pour l'instant, pas de volet 4, pas de prélogie, ça s'arrêtera sur la trilogie originale. Alors on a un message aussi de Movies and Fantasy qui dit qu'il a lu les 2 livres dans la journée après les avoir achetés. Le premier, il l'a lu en une soirée et le deuxième pendant la coupure déjeuner au travail. C'est bien. C'est très bien ça. Et on a une autre question aussi. Alors je sais pas si c'est prévu ou si vous pouvez en parler ou quoi que ce soit. Mais est-ce que vous seriez peut-être présent à Génération Star Wars à QC en 2026? On aimerait beaucoup. Ça va finir par arriver parce que c'est vrai que
on les croise régulièrement et on sent qu'il y a beaucoup d'enthousiasme. Mais c'est juste que les agendas sont quand même très denses et qu'il y a beaucoup de sollicitations, notamment au festival. Et des fois, ça tombe pas toujours. Je crois que l'année dernière, je crois que par exemple, on était à l'étranger. Je crois que ça s'est tombé à un moment parce que c'était autour du mois de mai du coup et je crois qu'on était en Espagne ou en Italie, quelque chose comme ça. Oui. Donc on va essayer de faire le nécessaire pour quand même venir. On trouvera un moyen. Si c'est pas cette fois, ça sera celle d'après, mais on a vraiment envie de venir parce que c'est quand même un événement à ne pas rater. Oui, c'est vrai que c'est quand même une convention très très belle et la plus ancienne de France. Je les avais reçus justement en interview pour parler de Génération Star Wars. Et oui, c'est quand même une convention à faire. Dernière petite question, après j'arrête. Si vous pouviez dîner avec 3 artisans de Star Wars hors couple Lucas, qui ce serait ? On peut pas dire Marcia alors. Honnêtement, moi, j'aurais envie d'autoriser Marcia quand même parce que bon. Marcia elle compte pour 3 en fait. Tellement grande gueule comme on a vu. Oui, j'aimerais beaucoup Marcia. Oui. Allez, Marcia, Coppola et Spielberg, ça c'est un sacré dîner là. Effectivement. Sacré dîner, ouais. Ouais, pour vraiment c'est des gens impliqués. J'aurais beaucoup aimé Ralph McQuarrie, forcément. Moi, je pense forcément aux disparus parce que j'ai toujours un petit espoir que pour ceux qui sont là, à un moment donné, ça se concrétise, vu qu'on a déjà eu deux légendes avec qui on n'a pas pu passer un moment. Oui, Ralph McQuarrie, Carrie Fisher, justement, pareil, ça m'aurait beaucoup touché de la rencontrer. Et puis un troisième. Pour le coup, dans un autre dîner, essayer de rassembler Anthony Daniels et Kenny Baker, ça aurait été intéressant de voir comment ça se passe. Effectivement. Voilà. Ça peut être intéressant. On les voit juste là. Enfin, sur le stream, vous les voyez pas, mais ils sont dos à dos sur un dessin justement de Renault. C'est assez marrant. Bon, petit jeu avant de conclure, ça va être très rapide. C'est une petite tradition que j'ai sur mes streams, sur les interviews et sur les talks. Je vais vous poser des questions tu préfères, version Star Wars évidemment, et vous avez juste à me donner votre réponse. Tout simplement. Okay. On va commencer assez simple. Tu préfères la trilogie originale, la prélogie ou la postlogie ? Bon. Ai-je besoin de répondre ? Je pense connaître plus ou moins. Oui, trilogie d'origine, oui. C'est mon enfance. Moi, j'ai beau avoir beaucoup d'affection pour la prélogie, je mets quand même un peu au-dessus la trilogie originale, oui. Ok. Tu préfères le côté lumineux ou le côté obscur ? Lumineux. Dit-il alors qu'il est habillé tout en noir, là, à moitié dans l'ombre, voilà, avec sa capuche. Voilà, très très lumineux tout ça. Ah oui, en effet. Lumineux, bien sûr. Un petit côté Comte Dooku. Ça dépend des situations, je dirais. Voilà, faut rester ouvert. Je trouve que en fonction des contextes, un petit coup de pression, ça peut pas faire de mal. Voilà, faut pas en abuser. Voilà, juste ça. Ok, un peu Jedi noir, on va dire. Voilà, exactement. Jedi gris. Ouais. Tu préfères passer une journée avec Lucas sur un tournage de film ou dans sa salle de montage ? Je dirais tournage. J'aimerais bien le voir dire de manière très froide et posée que ça va pas du tout, qu'il faut refaire ou qu'il faut faire autrement. Moi, je pense montage parce que je pense qu'il serait beaucoup plus détendu dans ce cadre-là et beaucoup plus, peut-être plus blagueur, enfin plus accessible finalement. Ça sera un moment plus intime du coup parce qu'il n'y aurait pas tout un tas de staff autour et du coup, je pense que ça sera un moment très très précieux. Ouais. C'est vrai, effectivement. Tu préfères rencontrer Lucas de 77, des années 2000 ou de maintenant ?
C'est pas tout à fait le même homme, on va dire. Ouais, 77, je pourrais peut-être lui donner un ou deux conseils, qu'il n'écouterait certainement pas. Mais Moi, de maintenant, parce qu'en fait, déjà, j'espère toujours que ça puisse arriver un jour, mais surtout, je trouve que la sagesse qui est liée à l'expérience et à l'âge, ça m'intéresse beaucoup, justement, d'avoir son recul, son opinion sur ce qu'il a pu accomplir et sur ses réussites comme sur ses erreurs, des choses comme ça. Je pense que ça serait passionnant, en fait. Peut-être que le Lucas de 77, je sais pas, il était peut-être un peu agaçant, il était peut-être un petit peu, voilà, trop proche de ce que je vis, je dirais, en ce moment, dans le sens où, voilà, il y a à peu près mon âge. Enfin bon, bref, je pense que ça m'intéresserait plus, oui, de discuter avec celui qu'il est maintenant, ouais. Ok. On va passer sur 4 questions un petit peu plus what the fuck, on va dire, pour caricaturer la chose. Tu préfères vivre sur Hoth ou sur Tatooine? oui, moi, oui, ce sera hot, parce que c'est toujours plus facile de se réchauffer que de se refroidir. Ouais, pareil. Surtout qu'en fait, tu restes tranquille dans la base, tu te fais un petit bain, un petit jacuzzi maison et ça va. Pas besoin d'aller taquiner les wampas ou enfin, toutes les bestioles dehors. Non, on reste au chaud, c'est bien. Étant du Nord, je valide totalement votre réponse, évidemment. Est-ce que tu préfères passer un mois avec Jar Jar Binks ou avec C3PO? Un mois, carrément. C'est Un même mois, pas une oui. journée, c'est un mois direct. Ah, faut un peu de torture quand même. Je crois que je choisirais Jar Jar, au moins on pourra rigoler un petit peu. C'est sûr. Ben moi, je vais prendre C3PO parce que je peux l'éteindre. Voilà. Donc s'il me saoule au bout d'un quart d'heure, off. Il y a déjà quelqu'un Tranquille, qui m'a après. répondu ça d'ailleurs. Vous êtes les deux seuls à m'avoir dit ça. C'est 3PO parce que je peux l'éteindre. Voilà. Ça contourne la règle, c'est très intelligent honnêtement. Ah, c'est 3PO, après on peut peut-être apprendre quelque chose avec lui. La différence Oui, de et Jar puis, Jar, bon. Voilà, c'est un peu comme une encyclopédie, juste un peu trop agaçante pour avoir envie de discuter en permanence avec lui, mais sinon c'est pas mal. Avant-dernière, est-ce que tu préfères être élevé par des Jawa ou des Ewoks? Ah. Ouais, je crois que je dirais peut-être les Jawa, parce que je pense que dès l'adolescence, je pourrais les dominer et sortir le soir autant que je voudrais. Et ils ont le sens des affaires aussi, Exactement. donc ça peut mener vers une carrière fructueuse. En plus, les Ewoks, il se trouve qu'ils sont quand même à moitié cannibales quand même sur les bords, donc Ça c'est peut un être peu dangereux. compliqué. Ouais. Je dirais aussi les Jawa, en fait. Il y a des perspectives de réussite matérielle. Clairement, pour finir un bon commercial grâce aux Voilà. Jawa. Et pour finir, est-ce que tu préfères être pourchassé par Dark Maul ou Boba Fett? Peut-être que Boba Fett, ça offre plus d'opportunités de se sauver. Oui. Boba Fett, c'est vraiment son métier pour poursuivre les gens. Donc je sais pas si je serais très rassuré en vrai. Je dirais Darth Maul parce que je vais me faire déchirer par tous les fans, mais je pense qu'il est pas très malin quand même, je pense, parce que la façon dont il se fait couper en deux quand même, de pas le voir venir, je sais pas. Donc je me dis qu'il y aurait un moyen de l'enfumer à un moment donné. Malgré tous ses pouvoirs et ses talents de combattant. Je pense que ouais, je pense qu'il y a moyen de l'endormir. Boba Fett, plus compliqué quoi. C'est un rusé, donc voilà. Ok, bah parfait. Bah écoutez, c'est la conclusion et la fin de cette interview. On a légèrement dépassé. Mais écoutez, merci à vous deux.
d'avoir répondu à toutes les questions et d'avoir pris le temps aussi d'être venu ce soir pour cette interview. Merci à vous.